Bonjour. Alors, dans la série de ma deuxième vidéo sur ma réaction aux informations sur l'Internet et essayer d'expliquer qu'il fallait être prudent, qu'il fallait regarder les axiomes qui étaient posés et peut-être être prudent avec la cohérence de l'axiomatique et puis ouverture sur l'intégrité sémantique. J'avais pris assez peu d'exemples et j'étais assez peu constructif. C'est-à-dire que je donnais une notion de méfiance, soyez prudent par rapport à ce que vous écoutez, mais je me suis assez peu engagé dans le sens où j'ai donné assez peu d'outils pour aider à séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Alors je vais essayer d'être plus constructif, ce qui m'oblige à m'engager un petit peu plus. Donc, ces outils sont destinés à ceux qui cherchent sur Internet, ce qu'on appelle les chercheurs de vérité. Il y a une sorte de, ce qu'on pourrait exprimer, une recherche, une enquête qui est faite par eux, un peu comme une enquête policière, où ils cherchent la vérité sur des événements, les deux tours qui se sont effectués aux États-Unis, des décisions qui seraient prises pour la Banque fédérale américaine, ou en archéologie, des chercheurs qui recherchent la vérité sur la vie du Christ, qui ne serait pas très exactement celle que l'Église lui donne. Par exemple, ils remettent en cause l'axiome de l'Église. On avait parlé des axiomes de la gnose, mais un des grands axiomes de l'Église catholique, c'est la Trinité. C'est le fait, entre autres, que le Christ, qui est un prophète extraordinaire, très peu de gens remettent en cause le bien fondé de ces paroles et ce qu'elles peuvent apporter à la vie quotidienne d'une personne. Mais l'Église, le catholicisme, dans les premiers siècles, a pris la décision, a posé l'axiome, puisque le Christ répondait « Je suis le Fils de Dieu, c'est à vous de le dire », mais il a surtout été crucifié pour avoir été le roi des Juifs. L'image fait que bouger. Mais l'axiome qui est posé par les catholiques, c'est le Christ, c'est Dieu. Pour ça, c'est un axiome. On peut être en désaccord avec cet axiome, rester chrétien et dire je ne suis pas catholique. Donc, c'est un autre exemple de ce type d'axiome. Donc, mais cette vidéo est plus pour aider les chercheurs de vérité. Les chercheurs de vérité essaient de dénicher des secrets faits par de petites élites. Alors, la première question qu'on peut se demander, je vais faire l'avocat du diable. Croyez-moi, j'aime pas faire l'avocat du diable, mais en jouant l'avocat du diable, parfois, on sépare le grain de l'ivraie. D'abord, un tout petit groupe de gens et pas forcément mal intentionnés. Et il faut pouvoir séparer quand ils sont bien intentionnés et quand ils sont mal intentionnés. Évidemment, dans le secret, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. On peut voir certaines actions et on peut voir que ceux qui ont pris ces actions, qui sont derrière les financements de ces actions, ou derrière les assurances, sont les mêmes que ceux qu'on pense appartenir à un groupe. Par exemple, pour les États-Unis, puisque c'est un groupe relativement important, ils vont dans les bois, ils font leur cérémonie, on peut plus facilement les reconnaître. Pour un groupe comme le groupe Bilderberg, c'est plus difficile de les mettre en cause. On pourrait considérer que ce groupe, par exemple, a de bonnes intentions. Il réunit des gens qui émergent, qui sont très présents sur la scène internationale et dont les responsabilités sont très importantes. Et on peut imaginer que ces gens se présentent leurs projets, et que ce groupe qui va devoir les accepter dans cette petite élite réfléchit à si leur discours, leur langage est acceptable et si il leur paraît bon ou mauvais, cohérent avec le langage de cette petite élite ou non.
évidemment, comme ça reste secret, on se demande toujours si c'est juste une présentation. Parce que si c'est juste une présentation, évidemment, pourquoi le font-ils pas? Ça intéresse tout le monde, une présentation. Si 200 personnes se présentent et parlent de leur travail, surtout 200 personnes à ce niveau-là, s'ils font simplement un exposé de leurs bonnes intentions et de leur... ils se présentent eux-mêmes à un groupe de 100 personnes, même si écouter cette présentation peut être difficile pour ceux qu'ils peuvent considérer être le commun des mortels, il n'en reste pas moins qu'elle serait intéressante et on a des difficultés à comprendre pourquoi ils veulent le garder en secret. Alors on peut essayer de les justifier en disant à un certain niveau de technicité ou à un certain niveau d'expertise, ils préfèrent peut-être qu'il n'y ait pas de malentendu et qu'on n'aille pas leur chercher des noises. Mais il se peut aussi qu'ils prennent des décisions pour le peuple en pensant bien faire, mais qui ne soient pas forcément bonnes pour le peuple. On disait à l'époque où la République s'est créée, comme peut-être un homme d'élite ou un homme très riche, ne pas être un homme du peuple, mais être un homme pour le peuple. C'est la notion de République. C'est un sénateur qui l'avait dit. Alors, je vais essayer, pour aider les chercheurs de recherche à faire la part des choses, parce que je n'ai pas exploré tous les éléments de leur recherche et toutes leurs vidéos, mais par contre, j'ai remarqué que je disposais peut-être d'outils, de façon de penser, de par mon métier, qui, s'ils veulent les explorer et les considérer, peuvent peut-être leur être utiles dans ces formes d'enquête et dans l'approche des résultats. Alors, dans mon métier, j'ai parlé dans la vidéo précédente de l'intelligence artificielle et des réseaux neuronaux qui constituent une forme d'intelligence, et je vais aborder la notion d'une autre intelligence artificielle qu'on appelle les systèmes experts. Et je vais essayer de comparer dans cette vidéo l'approche du système expert avec la décision d'une élite, avec l'approche du système neuronal et la décision d'une minorité. Et je vais essayer de garder ça en même temps dans la lumière de cette chose merveilleuse qu'est la notion de république. Une république faite par tous ses membres, d'accord, et non pas faite par une élitocratie, c'est-à-dire par une élite qui aurait été élue, mais qui prendrait des décisions collégiales, si l'on veut, comme le Fonds monétaire international. Ce sont des gens qui, en général, ont eu des vies politiques dans leur pays, qui ont une certaine reconnaissance du peuple, mais qui vont de façon très collégiale prendre des décisions économiques basées sur des expertises de flux économiques, de macroéconomie, analytiques sur des courbes. Et puis je ferai peut-être référence à la notion de marché financier, d'investissement, qui est aussi une forme de république, puisque quand on achète une action, un particulier achète une action, c'est une forme de vote, je crois, au devenir de votre entreprise. Voilà, en général, ce que je vais essayer de faire. C'est démultiplier les approches, c'est-à-dire utiliser plusieurs dimensions d'approche, plusieurs perspectives. Ça s'appelle faire une généralisation, donc c'est un petit peu abstrait. Ça demande de faire une investigation de chacune des parts pour voir si je suis moi-même cohérent dans mon langage. J'espère que je le serai, j'espère aussi que j'apporterai un peu de clarté. Les systèmes experts, que je n'ai pas abordés dans la dernière vidéo, sont des systèmes informatiques qu'on a développés sur un langage qui s'appelle le Prolog, qui est très particulier, qui n'est pas un langage itératif, qui est un langage en mathématiques qu'on appellerait de récurrent, c'est-à-dire un petit peu comme des suites récurrentes qui se définissent par rapport à elles-mêmes. C'est-à-dire que tel élément de la suite est défini par l'élément précédent avec un certain nombre, dans une fonction de l'élément précédent. C'est très intéressant la récurrence parce qu'on rejoint la notion de langage. Le langage explique une certaine situation du réel, mais quand on examine une plus petite situation du réel, on va rentrer à nouveau dans un autre langage et on va le décortiquer.
Alors, prenons déjà les systèmes experts. Avant de vous les décrire informatiquement, parce qu'ils sont très intéressants informatiquement, je vais essayer de vous dire, du point de vue de la vie, théoriquement, comment la notion d'expertise est apparue. Alors, la notion d'expertise est apparue avec quelqu'un qui s'appelle Galton. Galton était un empiriste, quelqu'un qui faisait des expériences très intéressantes en empirisme, parce qu'on part du particulier au général. J'avais fait référence dans ma vidéo précédente à la notion d'intelligence, c'est-à-dire faire des généralités, généraliser, et quelquefois on est dans la métaphysique, c'est-à-dire que par exemple la théorie d'Einstein, qui se base sur une observation de la vitesse de la lumière, peut-être elle est restreinte, elle fait une généralisation des équations du mouvement, et on a donc une expérience particulière qu'on généralise, et après on rentre un petit peu dans la métaphysique de la physique, c'est-à-dire qu'on va essayer, par des généralisations de ces équations, de trouver potentiellement d'autres réalités que l'on n'a pas expérimentées, que l'on n'a pas vues dans le réel, et on va vérifier dans la pratique si ces réalités existent. Comme ça nous évite de chercher un petit peu partout, dans le noir absolu, mais ça donne un champ de recherche plus réduit. Et entre autres, on s'aperçoit qu'on trouve beaucoup d'éléments de la réalité qui correspondent à cette théorie. Mais on peut aussi ne pas trouver certains nombres d'éléments de la réalité, ne pas les faire coller à la théorie. Ça s'appelle avoir des œillères. Et Einstein d'ailleurs avait prévenu qu'il ne fallait pas aller trop loin avec sa théorie, parce qu'on mettait des œillères. Ce n'était pas ces mots, mais ce sont des mots plus simples pour l'expliquer. Donc partons de la notion d'expérience. D'ailleurs, Galton était, je crois, le cousin du père de l'évolutionnisme. J'ai perdu son nom, il avait fait le tour du monde en bateau, en dessinant des oiseaux, en dessinant toutes les espèces d'animaux, et puis il avait fait un embranchement théorique qui est fausse, enfin, qui est partiellement vrai, qui est fausse, mais ne rentre pas là-dedans. Pour prendre un particulier, là où sont devenus véritablement la théorie de Galton très intéressante, après elle rejoint un petit peu la mathématique, on a les courbes de Gauss, c'est le début des assurances, c'est comme ça que la Lloyds, les grands mouvements d'assurance, certains gros mouvements financiers ont pu se réaliser, mais au lieu de partir de la théorie à laquelle il est arrivé, je vais vous donner un exemple pratique des résultats qu'il a obtenus et qui lui ont fait se poser des questions. Alors, ce monsieur Galton, il faisait des expériences avec les petits pois. Et il avait des amis un petit peu partout en Europe qui ont eu l'indulgence de faire pousser des petits pois pour lui. Il a fait une autre expérience, on en parlait de ces deux expériences, il a fait une autre expérience qui consistait à aller visiter les fêtes agricoles qui se passaient en Angleterre, parce qu'il était anglais. Alors un jour, il visite une de ces fêtes agricoles, et dans cette fête, il y avait des expositions bovines, donc des vaches et des taureaux qui étaient exposés. Et pour ne pas s'ennuyer, ces agriculteurs, donc spécialisés avec une expertise dans le domaine de l'élevage des bovins, s'amusaient à un jeu, parce qu'on ne peut pas toujours montrer à quel point ces bêtes sont belles. Ils s'amusaient à un jeu, ils faisaient une sorte de petit concours où chacun mettait sur une fiche le poids. Donc avant de mesurer le poids du bovin, ils mettaient le poids du bovin que eux, à l'œil nu, experts de l'élevage, pouvaient imaginer. Donc c'est très difficile quand on voit un bovin, entre 400 kg et 200 kg, d'arriver à une estimation à 1 kg. Chacun donnait ça, et celui qui était le plus proche du poids gagnait le concours. Je ne sais pas s'il y avait un prix ou s'il n'y avait pas de prix. Galton, qui était présent évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère tous les bulletins des joueurs. Et là, il s'aperçoit de quelque chose d'extraordinaire. Le gagnant était à quelques kilos près,
certains s'éloignaient par des dizaines de kilos, et puis la grande majorité était peut-être à 10-20 kilos près. Donc on a une courbe, d'accord, avec très peu de ces experts qui sont très éloignés de la mesure du poids exact, et finalement un seul, donc très peu qui s'approche de notre mesure, et puis la grande majorité, en haut de cette courbe de Gauss, ce chapeau de gendarme, elle est très précise cette courbe, très précise. Donc elle peut s'écrire avec une équation. Il regarde la moyenne des poids estimés. Et cette moyenne des poids estimés, d'accord, est extraordinairement précise, au gramme près. Alors il se dit, mais c'est extraordinaire. Celui qui a gagné, il est au kilo près. Les autres font des erreurs en moyenne, au milieu de la courbe de Gauss, en moyenne très grossière de 15 ou 16 kilos. Et puis, j'imagine les kilos, hein, il faudrait reprendre son étude précisément, mais je ne dois pas être très loin. Et puis, alors, il y en a quelques-uns qui sont complètement hors champ et qui sont à 30, 40, et pour le pire, peut-être 60 kilos du poids réel de la bête. Et ça, naturellement, ça le mène à réfléchir, et ça le porte à sa deuxième expérience, qui cette fois-ci ne porte pas sur une expertise, mais porte sur la nature, qui est la moyenne de la grosseur des petits pois. Et il trouve la même chose. Certains petits pois sont très petits, d'autres sont très gros, et en moyenne, les petits pois ont un poids moyen connu, mais ce poids moyen va différer suivant les endroits d'Europe où on fait l'élevage de ces petits pois. Alors la chose très intéressante, c'est qu'à nouveau, cette courbe de Gauss qu'il avait trouvée va être très soigneusement respectée. C'est-à-dire que l'écart par rapport à la moyenne va suivre la forme d'une cloche. C'est ces travaux qui ont permis aux compagnies d'assurance d'assurer sur la vie. Combien de gens s'écartent et meurent très jeunes, et combien de gens s'écartent et meurent très vieux, et en moyenne à quel âge ils meurent, par exemple, ou de faire un travail, la Lloyd étant une des premières compagnies d'assurance, sur combien de bateaux partent au loin faire du commerce, et combien reviennent en moyenne, donc de proposer un coût de l'assurance basé sur le coût moyen, plus la marge de l'assurance. Évidemment, les gens qui partent faire du commerce, qui partent en Molly, à l'époque, certains ne revenaient pas, voulaient s'assurer. S'ils ne revenaient pas, il fallait quand même prendre soin de leur famille. Donc ils voulaient s'assurer, prendre une assurance. Et si jamais ils ne revenaient pas, le cas n'arrive pas souvent, mais il arrivait quand même, ils voulaient que leur famille puisse avoir quelque chose. Et puis s'ils revenaient en moyenne, normalement, ils faisaient de l'argent et du commerce, normalement. Et s'ils avaient beaucoup de chance, et puis ils revenaient avec des trucs fantastiques, des épices ultra rares ou ceux qui étaient recherchés à l'époque, c'était tant mieux pour eux, ils avaient tiré le gros lot. Ça, c'est la notion d'expertise. L'expliquer, on est un petit peu à la limite du langage. On sait l'utiliser, on sait l'observer, c'est un phénomène du réel dans l'expertise humaine ici pour les bovins, mais on pourrait la retrouver dans beaucoup d'autres domaines, et une propriété du vivant, des choses qui sont vivantes, comme les petits pois, comme dans la nature. Pourquoi cette propriété? Le langage, à nouveau, s'arrête. Si on peut rentrer dans la chimie, dans ce qu'on veut, mais on développe des langages très complexes et qui finalement, au fond, n'expliquent pas vraiment pourquoi. Il y a des questions, pourquoi, quand on veut répondre pourquoi une planète gravite-t-elle autour du Soleil? Alors évidemment, on trouve que c'est une question de masse, il y a une sorte d'inertie, on retrouve la notion de corde, si vous faites bouger
autour d'une corde, eh bien, les forces et le travail de physiciens très connus, comme Newton. On trouve des lois qui collent au réel, mais qui ne disent pas pourquoi. Pensez toujours, quand on étudie ces groupes dans le secret, on étudie un secret, donc ceux qui gardent un secret. Si on n'a pas accès au secret, on doit un petit peu les gérer comme des phénomènes réels dont on ne connaît pas le pourquoi, et on doit toujours un petit peu les mesurer en termes soit d'expertise, et un groupe de gens qui ont l'habitude de traiter ce genre de problème et qui vont donner une opinion qui pourra être très précise d'eux, soit les juger par rapport à des phénomènes naturels, humains, c'est-à-dire des réactions humaines naturelles. Est-ce que ces gens ont été pris au hasard dans une population au hasard, et puis finalement ont des décisions qui ont toutes les chances d'être bonnes, et puis on peut regarder leur background, on peut l'étudier de façon différente, mais il faut avoir ça en pensée à l'arrière de l'esprit. Donc Galton est à l'origine de ces assurances-là. Voici pour la notion d'expertise. Alors aujourd'hui, on retrouve des experts dans de nombreux domaines. Par exemple, je vais prendre un exemple, un virologue, un médecin. On ne peut pas prêter une mauvaise intention à un médecin. Il ne faut pas toujours être paranoïaque avec les groupes d'experts. On va prendre un expert en virologie et il va considérer un certain nombre de symptômes. Par exemple, il a des taches rouges sur le visage, il a les doigts qui ont gonflé avec des ongles qui éclatent, ça ressemble à la lèpre, on peut ressembler à la rougeole, etc. Et on va demander, cet expert va avoir une opinion qui va venir assez facilement d'ailleurs. C'est très intéressant parce qu'un expert, au bout d'un certain nombre d'années, ne réfléchit plus très bien, ça vient tout seul. Il n'a pas besoin d'utiliser le langage et de se rappeler avec des mots pour arriver à une expertise, ça lui vient de façon assez naturelle. Alors on construit on prend un groupe d'experts, d'accord, et ce groupe d'experts, on va lui demander de travailler sur leur métier, la virologie. Mais on va leur demander de travailler d'une façon très particulière sur la virologie pour fabriquer ce qu'on appelle un système expert en informatique. Ce système expert, d'ailleurs, aura des meilleurs résultats que l'ensemble des experts, on est à nouveau dans les courbes, mais il est fait comment? Eh bien, on demandera des règles, des sortes de lois d'approximation, puisque ce sont des probabilités. On dira, de façon très générale, à un expert, on va lui demander de faire un petit peu abstraction de ses connaissances, ou du moins d'en faire une approche différente. On va lui dire, voilà, quand quelqu'un a des taches rouges, quelle est la probabilité que ce soit la lèpre, que ce soit la rougeole, ou que ce soit autre chose. Et on a des langages très particuliers en informatique, un entre autres qu'on a développé pour les systèmes experts qui s'appelle le Prolog, auquel on va donner ces règles. On va dire, si on a tel symptôme, voici la probabilité que ce soit telle maladie. Ensuite, évidemment, au plus on a de symptômes, ou au plus on a de données techniques comme des mesures en laboratoire des recherches de virus dans le sang, ce qui là donne évidemment une probabilité très grande. Si on trouve le virus de la rougeole évidemment, ça a un coût plus grand aussi. Il y a certains pays où on peut se le permettre, et puis il y a d'autres où on ne peut pas se le permettre. Donc en général, le médecin, quand il voit la rougeole, il sait que c'est la rougeole, il n'a pas besoin de l'envoyer au laboratoire pour analyse. C'est un peu cher pour quelque chose qui est très très probable. Donc on aurait par le laboratoire une probabilité de pratiquement 95%, puisque c'est en général la probabilité qui est acceptable, qu'on trouve acceptable dans toutes les mesures en médecine. Donc les niveaux d'analyse et les niveaux même quand on produit un médicament, quand on compare l'effet placebo avec l'effet réel, 95% c'est très très acceptable. D'ailleurs les médicaments sont mis sur le marché avec
avec un degré d'action réel en comparant avec des taux bien moindres, parfois juste 5% au-dessus de l'effet placebo. Mais en sciences en général, pas forcément en médecine qui a des degrés d'acceptation plus légers, mais en sciences en général, on estime que 95% c'est très acceptable. Donc on leur demande de produire des règles. Alors, quelle est la probabilité des points rouges? Quelle est la probabilité, par exemple, d'une déformation du visage? Quelle est la probabilité d'une grosse déshydratation pour telle et telle maladie? La malaria, quel que soit le virus considéré. Ça va leur demander un certain nombre de travail, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans leur expérience, qu'elle soit faite sur des populations en épidémiologie, ou qu'elle soit de l'ordre de l'expérience dans leur vécu, c'est-à-dire combien de fois ils ont rencontré ce cas et combien de fois, donc on rentre un petit peu dans leur base de données à eux, leur travail spécifique, surtout s'ils étudient, comme aujourd'hui, des maladies qui apparaissent, on leur demande leur expérience immédiate, et ça peut pas être comparé à les expériences d'épidémiologie. Et on va déterminer ces règles. Qu'on va très simplement, en prologue, définir règle numéro 1, etc. Le langage est construit pour ça. Je fais d'ailleurs appel à une certaine forme de récurrence, de croisement. Le langage se programme aussi simplement que ça. Sa construction a été faite pour ça. On lui donne des règles. Et ensuite, en fonction des règles qu'on a données à ce langage, je vais éviter d'expliquer comment la structure de ce langage, qui est interne, la façon de construire ce langage est très compliquée. Il faut à nouveau adopter un autre langage pour construire ce langage, qui est le prologue. Comme quoi les langages sont pernicieux, puisqu'il en faut parfois certains pour en construire d'autres. Et puisqu'on a vu tout à l'heure qu'à partir d'une description d'une loi, on pouvait rentrer dans des sous-lois, par exemple la théorie d'Einstein, ou même dans des... on peut imaginer, on peut extrapoler et voir si ça colle toujours au réel. Quand on aura développé, quand on aura écrit toutes ces règles sur le système expert, on proposera, donc le système expert aura appris, mais alors cette fois-ci pas de façon neuronale, il aura appris en fonction d'un certain nombre de règles, il aura appris ses probabilités sur différents symptômes. Notons bien à ce stade que les symptômes sont un groupe fini d'éléments. Donc si on rencontrait un jour un nouveau symptôme qui correspondrait à un nouveau virus, ce système expert serait dans l'incapacité de répondre. D'ailleurs, dans la réalité, les experts non plus se trouvent face à un nouveau symptôme et doivent faire des recherches pour essayer de trouver le nouveau virus, y compris pour des symptômes qui sont déjà connus, comme la grippe. On a des nouveaux virus de la grippe qui mutent toutes les années, donc ça nécessite encore des recherches, et le système expert serait limité puisqu'il donnerait juste le nom de grippe. Donc il ne permettrait pas de faire de la recherche. C'est les limites du système expert. Ensuite, quand les règles sont établies, on va donner les symptômes au système expert et il va nous répondre avec telle probabilité, voici la maladie qu'on obtient. Voilà pour les maladies. Et voilà pour la notion d'expertise dans un système expert. Tout groupe d'experts a une mécanique de pensée. Si on décortique cette mécanique de pensée en termes d'expériences successives, rappelez-vous, dans le système neuronaux avec la rose, on a des images successives, des expériences successives. Si on décortique un système expert, prenons par exemple des experts en flux financier, qui s'intéressent aux grands flux financiers, aux grands flux énergétiques sur la planète. Et pensez si vous utilisez ce genre d'outils pour la politique, par exemple, vous les comparez à Poutine, à Trump, qui sont les deux présidents actuels
des États-Unis et de l'URSS, et vous comparez l'énergie, c'est-à-dire leur politique en fonction de l'énergie, des sources d'énergie, du gaz, du pétrole ou des ressources naturelles de leur pays, la politique qu'ils peuvent adopter et à quel point elle peut être pertinente et persuadante en termes de stratégie, vous allez rentrer dans ce genre de mécanisme. Donc, on a un groupe d'experts. Prenons par exemple les experts du Fonds monétaire international qui vont se pencher sur ces flux financiers, sur des notions de finance, de mouvements économiques chiffrables, puisque l'argent est chiffrable, d'accord? C'est comme le poids des petits pois ou le poids des bœufs. Il nous faut des éléments qui soient quantifiables. L'argent permet, curieusement, de quantifier un petit peu tout. C'est un système qu'a adopté l'homme il y a très longtemps et qui lui permet de faire du commerce plus facilement. Donc on est dans un domaine dans des domaines qui sont quantifiables. Et on est dans une... Alors, ces experts financiers, utilisent souvent soit des résultats historiques, c'est-à-dire des courbes qui retracent l'histoire d'une valeur, et puis ils en déduisent que si la courbe a une certaine forme, par extrapolation, elle va continuer sur la même forme. Ces analyses, en général, sont fausses. Et je vais vous donner un contre-exemple qui va vous prouver qu'elles sont fausses. On les a très longtemps utilisées sur les marchés financiers, et les gens qui utilisent ces courbes pour prévoir le devenir d'une valeur, d'une action, du prix d'une action, en général se trompent. Ils se trompent une fois sur deux. Alors, on peut les prendre dans leur ensemble, mais leur analyse se trompe une fois sur deux, c'est-à-dire que leur histoire de continuité de la courbe se trompe une fois sur deux. Là, on est dans un phénomène, l'action, la valeur d'une action, qui n'est pas un phénomène qu'on pourrait appeler naturel, comme un petit poids, qui n'est pas lié à une expertise non plus, qui est lié à un phénomène social général de compagnies qui répondent à la fois aux besoins des hommes en fonction des ressources disponibles et des technologies disponibles. Donc, des fonctions assez complexes. Et on voit qu'en appliquant donc, la continuité de ces courbes, on ne trouve pas des courbes de Gauss qui s'appliquent bien comme dans le cas des petits pois. On est dans un phénomène qui est ni vraiment naturel, qui s'explique difficilement avec des courbes comme la courbe de Gauss, ni vraiment chaotique d'ailleurs, c'est un autre sujet, puisque même la théorie du chaos, on peut toucher la texture du hasard, mais ils ont en gros une chance sur deux. Donc cette méthode analytique d'extrapolation des courbes ne marche pas. D'autres utilisent d'autres données. Ils vont prendre les petites analyses financières que produisent les entreprises toutes les années, c'est-à-dire les chiffres qu'ils donnent au public. Maintenant, quand on est sur un des systèmes de booking un peu évolué, comme Interbrokers ou ces systèmes qui sont à la mode pour les retraités, puisqu'il y a beaucoup de retraités aux États-Unis qui investissent dans des fonds de pension et qui veulent eux-mêmes gérer les actions. Beaucoup, aujourd'hui, utilisent une logique qui n'est pas une logique analytique de courbe, puisqu'on sait qu'elle n'est pas très efficace, et ils vont rentrer, par exemple, dans des données très pratiques. Alors, je vais vous donner des exemples pratiques et simples à comprendre quand on veut évaluer une entreprise. Il ne suffit pas de regarder l'actif, le passif. Les comptabilités classiques, maintenant, ont des limites, mais sur les systèmes un peu plus évolués de booking, on va avoir accès directement, par exemple, au cahier de commande de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a une visibilité de son historique, de son histoire, on a des analystes qui vont donner son positionnement à l'international, qui vont donner des données très pratiques, qui vont donner des données humaines sur l'expertise des gens, son directoire et les résultats qu'ils ont obtenus dans d'autres endroits, la cohérence de ce directoire par rapport aux problématiques qu'ils rencontrent aujourd'hui. Mais on a aussi des données très simples, comme par exemple le cahier de commande, qui est
est important pour une entreprise, puisqu'on peut voir comment, en fonction des commandes, elle va avoir du business ou pas, et donc si elle va bien évoluer ou pas. Mais même ça, ça reste limité. En fonction de toutes les règles qu'on va utiliser, donc qui ne sont pas des règles basées sur l'analyse de la courbe d'une entreprise, mais des règles basées sur, je la regarde d'un peu plus près, et je définis des règles. On pourrait, mais ce serait très complexe, imaginer de programmer ça sur un système expert, et de dire, eh bien, quand vous rencontrez par exemple la règle de trouver dans un cahier de commandes, de fortes commandes, quelle est la probabilité dans le temps, en regardant l'historique passé, que cette entreprise ait une augmentation ou une baisse, par exemple, de son action. On rentrerait ces règles dans le système expert. Donc, chaque expert va appliquer ces règles, puis avoir une sorte d'intuition. On paye d'ailleurs, c'est parmi les plus gros salaires du monde, les Golden Boys, d'accord, c'est-à-dire ceux qui en font leur métier. Mais on pourrait imaginer qu'on va prendre tous ces Golden Boys ou tous ces gens hautement experts dans la finance et qui ont beaucoup de mal d'ailleurs à prévoir des résultats, donc je sais pas si ce serait intéressant de le faire, et décortiquer leur expertise en termes de probabilité, on obtiendrait peut-être un résultat légèrement supérieur à leur, on va les appeler des pronostics, à leur pronostic, et ça se ferait automatiquement. Avec raison, parce qu'on est quand même dans des domaines où ces experts ressentent la peur, ont des paniques, ont des affolements, il y a des engouements. On peut être dans un marché qui a un engouement à la montée ou un engouement à la descente, le bull market, on l'appelle en anglais par exemple. Donc on sent qu'il y a des notions très humaines aussi qui font partie de ces marchés, comme la peur. D'ailleurs, toujours pour mes amis chercheurs de vérité, je vous rappelle la maxime de Rothschild, il faut investir quand les marchés ont peur et désinvestir quand les marchés ont trop confiance. C'est-à-dire que quand il y a une peur, il y a une baisse des valeurs des actions, et c'est le moment où il faut savoir investir, où il faut avoir beaucoup de liquidités disponibles, et quand les marchés sont un peu trop bull markets, c'est-à-dire qu'ils sont en dessus de leur valeur, on va appeler leur valeur réelle, si on veut. Certaines diront que cette valeur réelle correspond plus à la valeur financière telle que le système comptable le définit. Encore que, il y ait deux façons de faire des systèmes comptables dans les entreprises. Je ne vais pas rentrer dans ça. Ça prendrait plus que des vidéos, ça prendrait sûrement un livre entier. Donc, on prend ce groupe du Front monétaire international, on n'est pas allé au fond de leur expertise, c'est-à-dire les probabilités, etc. On n'a pas créé le système expert sur leur expertise à chacun. Donc chacun est dans son propre raisonnement, dans son propre langage. D'accord ? On voit bien que ce sont des langages. Un langage avec des probabilités au mieux pour les médecins sont très efficaces, et un langage partiellement, très modérément avec des probabilités pour les analystes financiers, surtout les économistes financiers, c'est-à-dire les gens qui font partie du Fonds monétaire international. Ils vont étudier les ressources, mais ils ne vont pas étudier l'histoire. Ils vont avoir une certaine expérience de l'histoire, s'ils ont un certain âge, mais ils vont étudier les mécanismes au présent et non pas des probabilités dans l'histoire ou dans leur expérience. Ce qui serait beaucoup plus fin en termes d'expertise et qui pourrait, dans un système expert, donner de meilleurs résultats. Donc ils ont leurs limites, leur langage a leurs limites. Si on passait à un système probabiliste avec un autre langage
comme le prologue, on aurait peut-être une meilleure expertise de leur travail. Pas que je veuille leur donner des idées, parce que la mise en œuvre d'un tel système expert serait complexe, mériterait peut-être d'être faite. Est-ce qu'ils sont bien intentionnés, est-ce qu'ils sont mal intentionnés, c'est autre chose. Mais évidemment, le discours sur des flux, les énergies, mais c'est aussi les chercheurs de vérité qui le trouvent. C'est quand on recherche la politique de Poutine, quand on voit la façon dont il a éliminé les grands oligarques et dont il s'est servi et a financé dont il centralise l'économie de la Russie autour du gaz et des oléoducs. Alors on s'aperçoit qu'il y a une cohérence avec sa politique, on peut l'expliquer. Donc on explique. Mais en fait, regardez dans l'histoire aussi, dans toute l'histoire, quelle est la probabilité du lien entre l'énergie et l'homme. C'est une autre forme d'étude, cette probabilité. Mais on sait très bien que du point de vue historique, il y a une cohérence entre l'énergie et le développement de l'humanité. Quand le feu est apparu, l'homme a pu résister au froid, il a pu mieux survivre, donc il y a un développement humain. Quand il a eu des animaux pour faire le labour, il a disposé d'encore plus d'énergie, puisqu'il disposait de l'énergie animale, donc il a pu mieux se nourrir et se développer. Et évidemment, si je prends un troisième exemple, et on pourrait en prendre de nombreux si on voulait rentrer dans un système expert, mais si je prends un dernier exemple, les révolutions industrielles, qu'on utilise le charbon, qu'on utilise aujourd'hui le pétrole ou le gaz, au plus on a d'énergie, au mieux on peut se développer. Ce sont les grands combats de notre temps. Les sociétés les plus développées de notre temps, que l'on soit en Europe ou que l'on soit aux États-Unis, savent très bien que pour se développer, si on veut donner aux gens chances d'une se développer, et toutes ces économies sont basées sur le progrès et l'augmentation permanente des besoins. C'est-à-dire que c'est une société de consommation. On consomme, on se lasse d'un produit, on veut passer au produit d'après, et donc il faut toujours être en progrès, être en mouvement. On n'est jamais heureux de ce qu'on a. C'est l'inverse de la philosophie ancienne chinoise qui disait il faut respecter la vie des ancêtres, et il faut essayer de vivre, et un petit peu l'inverse des sociétés telles qu'elles étaient à l'époque du Christ. Je rappelle aussi, à l'époque du Christ, on avait des sociétés qui étaient relativement stables. Il y avait des guerres, on se disputait pour l'or, pour l'argent, parce que ça permettait de vivre mieux. Mais il n'y avait pas cette course au progrès. Donc les conclusions du Christ ne s'appliquent pas nécessairement à une société qui court au progrès. Courir au progrès et à la connaissance, on ferait référence à la Genèse, c'est-à-dire que la connaissance en elle-même est perdition. Elle vous exclut du jardin d'Éden. Il faut bien réfléchir. Vous jugez des gens dans un contexte que vous appelez satanique, mais il faut aussi réfléchir qu'on est dans une société qui elle-même a un aspect satanique, puisqu'elle est toujours en train de développer du progrès, de la recherche, de nouveaux secteurs d'industrie, de nouvelles armes, et est obligé de développer ses langages, et parler et réfléchir, accéder à des connaissances qu'elle n'a pas. On peut dire que c'est intrinsèquement lié à l'homme, ce qu'on appelle le péché originel, mais quelque part, il y a Satan, ne l'oubliez pas. Donc, on peut juger les pécheurs, mais on est aussi pécheur en premier. J'espère que ça vous aura donné une forme de différence par rapport au raisonnement. Alors maintenant, je vais rentrer dans la notion de république. On va aller un tout petit peu plus loin, et j'ai abordé les systèmes experts et la notion d'élite qui prend une décision. Et j'ai conclu par le satanisme, évidemment. Maintenant, on va voir quelle est la valeur d'une expertise comparée, quelle est la valeur de cette intelligence artificielle, d'accord, ou de cet artifice,
le groupe, l'élite qui décide. C'est un peu un artifice, il décide pour les autres. D'accord ? C'est artificiel, chacun devrait pouvoir décider pour soi. Par rapport à une notion plus liée à la mimétique neuronale, c'est-à-dire la deuxième forme d'intelligence artificielle, et plus liée, curieusement, à l'homme, à la notion de république. On voit que ces experts décident dans un domaine très particulier. Alors quand ils vont prendre la décision de choisir un président pour leur État, naturellement, ils vont décider en fonction, si c'est des éleveurs de bovins, ils vont décider en fonction des avantages agricoles qu'ils auront, ils vont décider en fonction d'un certain nombre de choses. Est-ce que c'est bon pour leurs bovins, est-ce que c'est pas bon pour leurs bovins, pour leur élevage, pour leur business, dans leur vie personnelle, pour leur couverture de sécurité sociale, est-ce qu'ils font confiance à l'homme, parce que cet homme aussi a des entreprises, et puis peut être... beaucoup de paramètres vont rentrer en jeu. Mais tous ces gens qui vont voter, ayant tous des expertises dans des domaines différents, prendront en moyenne, on revient à Galton, la décision la plus juste quant au choix de leur président. On est dans la notion de république. Et donc, on doit considérer que chaque personne individuelle doit s'incliner devant ce choix. C'est la beauté de la notion de république. Et je rappelle, elle est apparue bien avant les travaux de Galton. C'est considérable. Mais comme elle n'a pas été justifiée et expliquée, il y a toujours le débat de dire ce choix peut être remis en cause, et puis maintenant il faut changer, changeons. Les gens ont changé d'avis, changeons de président, ou l'évolution, le progrès ou le degré d'évolution a changé, changeons de président, mais n'oublions pas que le progrès est au plus on rentre dans la connaissance, et au plus on développe des langages, et au plus les gens qui veulent aller au pouvoir ont développé des langages complexes, on se retrouve encore dans l'intégrité sémantique, et donc on va, si on leur cherche des noises et des puces, on va forcément trouver dans les incohérences sémantiques du satanisme. D'accord ? Il faut peser la part des choses. Soit ils ont véritablement fait des trucs mal et on peut les prouver, d'accord ? Mais il ne faut pas reprocher à leur langage les incohérences. C'est là où c'est très difficile à peser. Je rappelle, on peut faire la comparaison entre est-ce que Bush a fait tomber les 2 tours et quelqu'un de sa famille a profité du prix des assurances et puis ça lui a permis de faire passer des lois pour embusquer tout le monde, est-ce que l'intention, est-ce qu'on peut le prouver, ou sans passer les gravats du building, par exemple. Ça, faut-il bien y répondre. Des extraterrestres, technologies extraterrestres, je sais pas. Ça me fait perdre le fil de mes pensées, parce que l'idée est quelque part très amusante. Je coupe, je reprends.